Cast. C'est le podcast qui est tenu par des Lillois. Aujourd'hui, je suis avec Rose Mazari Salut! et je suis avec Kevin Douglas. Salut Damien. Et moi, c'est Damien, Damien Cavès de Wheel of Devs. On enregistre depuis les bureaux, on est tous en physique aujourd'hui. La première chronique qu'on va enregistrer, ça va être avec Rose, qui va nous parler de la souveraineté numérique, c'est ça? Exactement. Exactement. Et Kevin va nous parler des API avec HTTP2, HTTP3. Exactement. Super cool. On commence avec ta chronique, Rose. Allez, ça part. Allez, ça part. Alors, aujourd'hui, effectivement, on va parler de souveraineté numérique. Première question, donc je m'adresse à vous directement. Pour vous, qu'est-ce que la souveraineté numérique, si vous deviez le définir assez rapidement? Là, spontanément, j'ai l'impression que c'est une question piège. J'ai l'impression que ce que je vais répondre va être forcément faux. Kevin, tu te lances? Allez, pour moi, c'est la possibilité d'avoir nos données stockées sur des serveurs et par des sociétés sur lesquelles on a un quelconque contrôle. Ok. Et c'est-à-dire que c'est compliqué, même si c'est stocké en France, pour moi, la souveraineté. Ok, alors hyper intéressant parce que c'est effectivement l'angle sous lequel on va l'aborder, donc sur la partie hébergement de données. Mais la souveraineté, finalement, quand on prend la définition Wikipédia, c'est vraiment l'exercice du pouvoir sur une zone géographique et sur la population qui l'occupe. Donc en fait, quand on parle de souveraineté numérique, c'est beaucoup plus large que simplement l'hébergement de données. Mais effectivement, la partie hébergement est hyper importante et au vu des sujets actuels, on a un gros visier pour pouvoir réagir. Et c'est donc dans ce sens que je vais développer. Super cool. Alors, aujourd'hui, ouais, exactement. Aujourd'hui, donc, je vais le développer sur la partie actualité et à travers un sujet du moment qui est le Health Data Hub. Est-ce que ça vous parle? On en a parlé avec l'appli Télécovid. Ouais, tout à fait, exactement. Alors pourquoi est-ce que ça fait du bruit? En résumé, le Health Data Hub, HDH pour les intimes, c'est un projet qui vise à centraliser les données de santé des Français et à les mettre à disposition de différents acteurs du monde de la santé. Donc des chercheurs, des associations, des institutions, des startups, pas mal de gens différents. Et l'objectif global, c'est de capitaliser sur ces données et offrir différents services avec comme exemple de cas d'usage, la prise en charge adaptée et efficace pour les maladies rares en agrégeant des données d'observation avec des sources multiples, ou encore le dépistage des états cancéreux ou précancéreux grâce à l'intelligence artificielle, qui a bien le vent en poupe et qui a un bon buzzword en ce moment également. Effectivement. Alors, pour reprendre un petit peu l'historique, en mars 2020, l'État et son secrétaire chargé du numérique, Cédric O, choisissent Microsoft, le fameux américain, en tant qu'hébergeur des données de santé françaises. À votre avis, ou selon vous, finalement, qu'est-ce qui motive ce choix de Microsoft pour aller héberger les données des Français? Les lobbies de Microsoft, les commerciaux lobbyistes de Microsoft qui sont super chouettes et super sympas. Ouais, des belles cravates. Tu veux vraiment que je donne mon avis là-dessus? Non, je vais passer mon tour. Non, mais si, en vrai, on est là pour ça. On est là pour ça. On t'a invité exprès. Hein. Non, mais bien sûr, pour moi, ça fait pas beaucoup de doute ce que tu dis, Damien. Pourquoi Microsoft gagne? Parce que il y a des intérêts financiers derrière ça. C'est-à-dire qu'ils versent des bacs chiches. Je veux dire que ils vont gagner beaucoup d'argent et que ils vont tout faire pour gagner beaucoup d'argent par tous les moyens nécessaires. C'est un peu le principe d'une entreprise finalement, non? Ouais, tout à fait. Jusqu'où va le lobbyisme? C'est vrai que c'est un sujet, et surtout jusqu'où finalement va la compromission de l'État pour aller servir le lobbyisme. Moi, je pense que derrière cette dimension-là, il y a aussi une dimension finalement compétence peut-être. Ouais. C'est-à-dire que au-delà de l'insouciance ou au-delà de finalement de l'influence que peuvent avoir des entreprises américaines, il y a peut-être une méconnaissance à la fois des compétences qu'on a en France et en Europe. Et cette méconnaissance, est-ce que effectivement, tu hoches la tête, Kevin, ça peut être dû soit de la naïveté, soit de la compétence, quoi. Ce serait inquiétant quand même que dans la Startup Nation, on ne connaisse pas les acteurs locaux qui sont capables d'héberger correctement des données de santé. Alors qu'en plus, on a une norme pour ça, si je me souviens bien, hébergement de données de santé, qui n'était pas ouvert aux Américains jusqu'il y a peu. Et on arrivait quand même à héberger les données. Ouais, c'est une norme de disponibilité et de sécurité physique des data centers. C'est pas parce que le souci, c'est que les acteurs européens, ils sont très bons pour vendre du serveur au poids. C'est pas la même chose. Ils Data Hub, ils ont du serverless, ils ont du machine learning qui est fourni as a service. Et ça, là-dessus, en vrai, les acteurs européens sont vraiment des grosses quiches, quoi.
Il n'empêche que, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? C'est une première question. Tout à fait. On pourrait parler des travaux de Casili là-dessus quand même, qui sont assez intéressants. Est-ce que les hôpitaux en ce moment, ils ont besoin de Health Data Hub et de machine learning, ou ils ont besoin d'infirmières pour traiter les patients Covid? Le Health Data Hub, c'est pas un service pour les hôpitaux, c'est les données de santé des citoyens. Rassure-toi, les hôpitaux, ils achètent des logiciels auprès de Doctolib et autres. Bien sûr. En tout cas, l'argent qui est investi là, c'est quand même de l'investissement dans le cadre de la santé. Ouais. On peut se poser la question de est-ce que cet argent, de toute manière, est bien investi. Ensuite, hébergement de données de santé. Il n'y avait pas d'hébergeurs américains jusqu'il y a très peu. C'est assez récent que Microsoft et Amazon soient validés sur cette liste-là. Ouais. On peut se demander pourquoi avant ils n'étaient pas validés, pourquoi maintenant ils le sont. Moi, je dis pas qu'il faut pas les valider, hein, c'était assez bizarre de pas pouvoir travailler avec eux, mais en tout cas, pourquoi il y a eu ce changement. Le cahier des charges était complètement fermé, OVH, on l'a connu tardivement, la consultation, elle n'était pas ouverte, elle n'était pas large. Je trouve que c'est quand même assez rapide de dire que on aurait pu le faire en France. Non, en vrai, en France, sur le cloud, on est très mauvais, quoi. En fait, il y a peut-être plusieurs dimensions. Il y a ce dont tu parlais, Kevin, sur la partie besoin. Est-ce qu'on a besoin d'investir là-dessus aujourd'hui? Qui a conduit ce besoin finalement en termes de compétences, en termes de temps, et qui a été réuni autour de la table pour parler de ce sujet-là? Et puis il y a peut-être aussi une dimension servicielle. Tu l'as mentionné, Damien, qui était est-ce que finalement OVH Cloud est capable d'aller fournir du serverless ou d'autres services finalement un petit peu plus augmentés, on va dire, que sont capables d'aller fournir OVH Cloud, c'est à pas Azure, Amazon. Amazon. Dans le nom, que c'est devenu du cloud du jour au lendemain. C'est toujours pas du cloud. Hein. Évidemment. Et on peut même. Il n'y a pas que OVH comme acteur en France, et je vois pas ce qu'il y a de si particulier. Est-ce qu'il y a vraiment besoin de machine learning? C'est une question. Est-ce qu'on a les outils open source pour faire du machine learning correctement? Oui, on les a. Est-ce que l'État lui-même n'est pas capable d'héberger des infrastructures de données quand même assez importantes et alors toujours perfectives, mais en tout cas de manière relativement bien faite? On sait que si. Du coup, c'est quand même particulier. Non, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, il y a peut-être un travail qui a pas forcément été fait, qui était finalement aller éplucher tous les use cases dont on a besoin et faire un vrai cahier des charges, ou en tout cas aller essayer de faire un appel d'offres sur des clouds européens, appel d'offres qui a priori n'a pas vraiment eu lieu, puisqu'effectivement Microsoft a fait un POC, donc un proof of concept avec l'État, et que on va dire le cahier des charges a plus ou moins été restreint au résultat du POC. Donc forcément, les services que pouvait ramener Microsoft et faisaient partie intégrante des besoins de l'État finalement à la fin, quoi. Ouais. Donc il y a cette déviance effectivement. Avant même de se demander si on aurait pu passer par des acteurs privés européens ou français, on peut même se demander est-ce que ça doit être un acteur privé qui gère ce type de données-là, même s'il est bien français. Oui, tout à fait. Donc du coup, tu voudrais un acteur dont l'État est actionnaire? Non. Dire l'eau et le gaz en France, c'est déjà pas le cas. Du coup, mais c'est une excellente question. C'est là où je veux en venir. Est-ce que ces données-là, c'est pas des communs, et est-ce que les communs ne devraient pas être gérés par des entités qui n'ont pas d'intérêt commercial? Les gens en train de gérer les fonctionnaires pour remplacer ça par de la fonction publique. C'est un problème, c'est bien là où je veux en venir. Mais c'est intéressant parce que déjà, tu vois, par exemple, les transports en commun dans nos villes, on les a mis en régie, donc c'est des entreprises privées qui font du service public. Ici à Lille, on est bien placé pour savoir que c'est un fiasco. C'est pas pire qu'ailleurs, vu que dans la mesure où à Paris c'est la RATP, on est quand même la seule ville qui investit des millions d'euros et qui investit des millions d'euros pour mettre en place des portiques. C'est le même prestataire partout. Pour dire au final qu'on va peut-être les supprimer, et surtout qu'ils n'arrivent pas à agrandir les rames, ce qui fait que les gens prennent leur voiture ou les gens se contaminent au Covid, parce que ça fait combien de temps qu'elles doivent être agrandies de ces rames et que c'est pas possible. Bref, la délégation. Est-ce que le privé marche vraiment mieux que le public? Quand on voit comment ça marche dans d'autres secteurs, on peut se poser la question. Ah oui, effectivement, mais du coup, ça ramène effectivement à toute la dimension stratégique, qu'elle soit à l'échelle de la ville, de l'État. Quels sont les choix effectivement qui peuvent être faits? Et c'est un truc que j'ai mis plus pour l'ouverture du sujet, mais on peut en échanger maintenant. J'avais écouté un podcast avec une intervention de Ludovic Lemoine, je sais pas si ça vous parle. C'est le CEO de Sigfox. Ouais. Et lui disait finalement que dans cette stratégie du numérique et de souveraineté, il y a effectivement la course au cloud qui est une dimension importante, mais finalement il y a d'autres dimensions. Il y a une dimension hardware, il y a une dimension servicielle finalement. Est-ce que pour aller finalement reprendre le contrôle numérique sur son territoire et pour sa population, est-ce que l'État ne devrait pas se poser en tant que
gérant de service finalement. Est-ce qu'on pourrait pas imaginer demain un Uber étatique, parce que finalement c'est bien de ce service dont on parle, et qui remettrait tous les chauffeurs de taxi qui sont aujourd'hui au chômage ou obligés de se convertir à Uber, et qui les remettrait d'aplomb. Donc il y aurait à la fois une proposition de service, une création d'emplois, et la marge finalement qui serait faite sur ce service-là, elle serait réinvestie pour aller amortir les coûts d'investissement sur les plateformes et sur la dimension numérique. T'es en train de nous décrire le socialisme là, non? Non, clairement, je me demande déjà pourquoi on le ferait pas, par exemple, avec les professeurs, par exemple. On l'a déjà fait avec les professeurs, ils sont les services publics. Les professeurs, ils sont salariés de l'État, je crois déjà. Ouais. Mais ouais, en vrai, je sais pas. Non, mais c'est intéressant de poser la question. Est-ce que c'est un bien commun, mais est-ce que tous les biens communs doivent appartenir à l'État? Être géré par un État. J'ai envie de te dire que je pense que c'est une bonne idée, mais quand il y a une transparence de la démocratie qui est plus élevée, si on confie à l'État la gestion de ce type d'organisation, sachant qu'aujourd'hui il y a déjà, tu vois, sur le choix du prestataire pour le East Data Hub, il y a une opacité qui est assez, qui est digne d'une république bananière. Est-ce que tu as vraiment envie de leur donner tous les moyens et toutes les décisions en plus, tu vois? Je suis pas sûr. En vrai, je pense que une entreprise privée qu'on met en prestataire, on va encore pouvoir l'auditer, elle aura encore des contraintes, alors que sinon, ce sera Barbouze & Co, c'est pas mieux, quoi. Ouais, je comprends le point de vue, je suis pas forcément hyper en phase avec ce que tu dis. Mais ouais, effectivement, c'est un débat aussi. Et à mon sens, si on parle aujourd'hui de souveraineté numérique, c'est bien au niveau de l'État ou de l'Europe, donc une entité qui gère un territoire qu'on s'adresse. Et si on parle de souveraineté, il y a un contrôle qui doit être fait. Il y a déjà une intention là-dessus. Et aujourd'hui, la stratégie, elle est pas. Du coup, ça va être la Cour des comptes qui va auditer la qualité des data centers. Moi, je trouve que ça va être, c'est bien parti comme. Est-ce que le débat, quand on emploie le terme de souveraineté, il est pas déjà biaisé? Parce que ce que tu dis, Damien, moi je suis 100% d'accord. Le déni de démocratie en France, il est hyper important. Ouais. Maintenant, j'ai du mal à croire que c'est en laissant les multinationales de la tech sur lesquelles même les actionnaires ont peu de contrôle finalement, que ça, on va aller vers plus de transparence, moins de surveillance, etc. À la fin, ils utilisent du Linux, ils l'open source. Ah ouais, ils ont beau utiliser du Linux, tu peux mettre du Linux embarqué dans des missiles. Regarde, oui. L'utilisation de l'open source, c'est pas. Sur Stop Covid, c'est Capgemini qui est pris. Quand on voit qu'ils open source des archives TAR-GZ n'importe quoi là, on voit bien que leur CI elle est faite à la main sur une machine quoi. Ça veut dire que déjà en interne, ils n'utilisent pas des process. Alors j'ai découvert le terme d'inner source en écoutant nos collègues de Clever. En interne, ils n'utilisent pas des process open source. Chez Microsoft, ils font du logiciel de meilleure qualité, quoi déjà. Peut-être, ça se discute. En tout cas, l'affaire Snowden, elle nous a bien montré qu'il y avait une perméabilité complète entre les bases de données des multinationales de la tech, de celles des services de surveillance, de celles de l'État. Et Microsoft qui va gérer la SDATA. Il était impliqué jusqu'au cou dans cette affaire-là. Il n'y a pas de raison qu'il ne soit plus impliqué dans ce type de sujet. Mais à la limite, là, on parle pas vraiment de ça. Quand je dis que le débat il est biaisé, c'est que la question c'est pas trop finalement est-ce que c'est l'État qui doit contrôler ces données ou est-ce que c'est une entité privée? La question c'est que ça devrait être les personnes à qui elles appartiennent qui devraient avoir le pouvoir de décider si elles sont partagées ou pas. Ouais. De décider si elles sont collectées, centralisées, analysées ou pas. Je pense qu'on sera d'accord. Et c'est plutôt ça qui ça aurait dû faire l'objet d'un... Est-ce que déléguer le contrôle de ces données à une entité, quelle qu'elle soit privée, ce qui à mon avis est le pire, ou étatique, qui est moins pire pour parler un mauvais français, mais qui est loin d'être l'idéal. Est-ce que de toute façon, déjà quand on pose le débat dans le sens il faut du cloud, il faut centraliser les données, il faut du machine learning, est-ce qu'on n'a pas déjà perdu? Est-ce que la question, à mon avis, elle est plutôt là? C'est toujours effectivement hyper complexe. Il y a une dimension consentement effectivement à demander aux personnes auprès desquelles tu vas aller récolter la donnée. Je pense que la barrière, elle se fait aussi dans la partie éducation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'on va aller récupérer leurs données et le gain qu'on peut leur apporter, sachant que c'est bien du conditionnel et qu'aujourd'hui il y a rien qui est fait de ce côté-là. C'est-à-dire que effectivement les fins du data hub, il y a une partie recherche, mais il y a aussi une partie de mise à disposition des données auprès d'autres entreprises. Donc ça peut ne pas être aussi vertueux que l'intention initiale, effectivement. Pour avoir
une solution peut-être un petit peu entre les deux. Est-ce que, alors en dehors du consentement évidemment, même s'il est hyper important, est-ce que si demain on devait se dire on doit avoir une souveraineté numérique et elle doit passer par une stratégie globale, plutôt que de le laisser à l'État, laisser les entreprises faire, par contre donner un pouvoir à l'État d'investir sur ces entreprises par exemple. Donc se dire qu'il y a un fonds d'investissement étatique qui irait dire bah voilà, j'ai envie que OVH se développe de beaucoup plus et je lui donne énormément d'argent quoi. L'actionnariat a pas forcément d'impact. Enfin, il y a plein de gens qui seront pas d'accord avec moi sur le sujet et moi je l'assume complètement. Quand il y a un actionnaire américain qui investit dans une société française, la société elle devient pas sous pavillon américain du jour au lendemain. Le fait que là l'État et des actions et du capital dans une société, ça va pas changer sa légitimité, bien au contraire, parce que l'État étant déficitaire, l'État il fait aujourd'hui beaucoup de pression sur les entreprises dont il est actionnaire pour qu'elles génèrent des revenus, qu'elles augmentent leurs marges et qu'elles génèrent des dividendes. C'est peut-être là où il y a besoin d'une vraie stratégie finalement, c'est-à-dire que la pression effectivement il faut la mettre, mais il faut la mettre au bon endroit. À l'image finalement d'une DARPA aux États-Unis qui a financé pendant des années un Google ou. Ouais. Alors du coup là, le DARPA il agit plutôt sur de la commande publique. Et la commande publique c'est le sujet sur Gaia X et sur les sujets qui sont en cours, notamment j'ai la circulaire qui est sortie au niveau européen sur l'open source, et c'est de la commande publique effectivement sur le cloud européen. Et du coup, ça développe des acteurs privés qui sont motivés, qui sont tirés vers le haut par l'exigence de la commande publique. Sachant qu'aujourd'hui, la commande publique, quand on voit justement, encore une fois, Stop Covid, ce qui a été livré en termes d'open source par Capgemini, la commande publique, elle n'exige rien en termes de qualité logicielle et de méthode de production du logiciel, quoi. Donc voilà. Et pour aller dans ton sens, il faut arrêter aussi avec l'illusion que si une boîte est française, elle sera plus vertueuse qu'une boîte américaine. Dans le domaine de la donnée, on a pu voir que les boîtes françaises dont le gouvernement fait la promotion à longueur d'année, il fait pas encore bien pire que les multinationales de la TAC américaine qui étaient pourtant déjà à un niveau très élevé. Du coup, à un moment, faut aussi faut vraiment revenir au fondement. Oui, c'est pas pour rien que que les Américains arrêtent pas de penser des boîtes françaises sur des affaires de corruption. On est quand même excellent là-dessus. On n'est pas les meilleurs. Hein. Ils sont bons pour les trouver et ils les trouvent plus rapidement en France que chez eux. Nous, on n'est pas capable de les trouver chez eux, mais on les trouve pas chez nous non plus. Mais en attendant, oui, je suis pas sûr que les acteurs français seraient plus légitimes, effectivement. Ok. Bah, pour finir sur une bonne nouvelle, en tout cas, courant juillet, il y a eu l'annulation du Privacy Shield. Ouais. Et ça a donné pour conséquence finalement la rétractation du contrat du Health Data Hub pour Microsoft. Mm-hmm. Et donc Cédrico a annoncé qu'il y aurait un appel d'offres qui devrait être en cours d'ailleurs pour aller chercher des clouds européens ou français. Donc ça, globalement, ça reste une bonne nouvelle parce que ça veut dire quand même que on arrive à être indépendant de d'autres sociétés américaines. On sait très bien les conséquences que peuvent avoir un Cloud Act, par exemple. T'en as parlé rapidement. Donc ouais, c'est plutôt une bonne nouvelle. Effectivement, les investissements, je sais plus combien vont être investis. Je crois que c'est 10 milliards, si je dis pas de bêtises, sur Gaia X. Donc, ça reste quand même des bonnes nouvelles, je trouve, en termes de souveraineté européenne et on va dans le bon sens, même si effectivement il y a énormément de choses à faire en termes de compétences, en termes. Et c'est pas pire. Pour le coup, ça a l'air plus sain comme démarche que les démarches qu'il y a eu avant de cloud souverain français, comme c'était Numwatt, CloudWatt et Numergy, des alliances Dassault, Atos, etc. Ça m'a l'air plus sain effectivement comme démarche parce qu'il y a au moins un produit logiciel à la fin qui est visé, il y a un service qui est visé et il y a de la commande publique qui est associée et des guidelines de commande publique. Et puis j'ai l'impression quand même que sur ce type de sujet, c'est mieux quand c'est l'Europe qui se rassemble autour du projet que quand c'est la France qui y va toute seule. Tout à fait. Mais je pense qu'on sera d'accord à la fin sur la souveraineté numérique pour dire que c'est pas normal que aujourd'hui, si les citoyens américains changent leur législation sur l'accès à la donnée pour leurs institutions, que ça ait un impact sur les données des citoyens français. Et je pense, c'est le fond du sujet. Après que on privatise, qu'on le rende public, est-ce qu'on fait plus confiance à la Cour des comptes et le niveau 0, c'est effectivement que la CIA n'ait pas accès aux données de santé des Français. La CIA, le FBI et autres.
Après, pour ces données-là, est-ce que ça intéresse vraiment la CIA ou est-ce que ça intéresse plutôt le secteur privé, en particulier les assureurs, les assurances santé, etc., qui, à mon avis, ont beaucoup plus d'intérêt que la CIA à savoir si t'as un cancer ou pas. Oui, c'est vrai. Ouais, potentiellement les deux. Faut toujours savoir de qui on cherche à se protéger, de qui on se défend. Est-ce que vous avez vu la faille de sécurité chez Sopra Steria? Ouais. Si j'ai bien compris, c'est un exécutable qui servait à générer les signatures électroniques d'email. Je connais pas la root code. C'est pas sûr, hein, parce qu'ils ont juste trouvé il y a juste des exécutables qui ont été trouvés sur des forums qui ressemblent à ça, qui ressemblent à des générateurs de signatures. Apparemment, ils se le seraient passés les uns les autres en interne pour générer leurs signatures et ils auraient propagé le malware comme ça. Et je trouve ça fantastique. Ouais, dingue. Je me rappelle quand j'étais chez Altran, il y a des chaînes de mails où tout le monde répondait en reply all avec toute la boîte. Je me disais, putain, c'est incroyable, on est dans une boîte d'IT et les gens, ils savent pas faire ils font des reply all encore. Avec des listes de diffusion avec toute la boîte. Bref. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour revenir au sujet. Ouais. C'est qu'on a pu voir qu'il y a eu une forte mobilisation contre ce passage de contrat très opaque et qu'ils ont dû revenir en arrière. Pour moi, c'est vraiment ça, à la limite, plus que ce qui va être fait après, c'est de montrer que quand il y a des gens qui mettent en avant les problèmes et les impacts que ça peut avoir et qui expliquent, qui font un peu de pédagogie en disant que c'est pas juste un truc technique, ça peut avoir un impact concret, typiquement complètement sur le prix de ton assurance, sur qui va savoir si t'es malade, etc. Ouais. Eh ben il y a une mobilisation et la mobilisation elle entraîne des conséquences, elle entraîne un retour en arrière et la mise en place d'un appel d'offres normal, ce qui aurait été le minimum dès le départ. Mais enfin c'est quand même une bonne nouvelle qu'à un moment ils se sentent obligés de revenir en arrière. C'est comme sur la 5G en fait. Moi le débat sur la 5G m'irrisse au plus haut poil, mais en même temps je suis content que l'opinion publique se saisisse de ce sujet-là. Même si c'est un peu tard, mais c'est important qu'effectivement il y ait une plus grosse conscience. Quand on voit la loi de programmation militaire qui changeait justement l'accès aux données, qui est passée il y a 4 ans maintenant, 5 ans, et les numéristes faisaient un appel sur le sujet, etc. Il y avait aucune opinion publique sensibilisée. Et maintenant, dans l'hémicycle, il y a des députés qui parlent de la 5G, qui parlent du numérique et de la souveraineté. Ça manque de technicité, mais c'est des députés, pas des ingénieurs. Mais je suis content du coup que tout le monde en parle, quoi. Je pense que c'est sur ces sujets, sur énormément de sujets finalement techniques, il y a effectivement une montée en compétences qui doit être faite sur les personnes qui doivent prendre ces sujets en charge au niveau de l'Assemblée. Et une démocratisation, en tout cas une vulgarisation qui soit assez accessible pour que les personnes en France comprennent de quoi il s'agit. Là, les discussions qu'on vient d'avoir, effectivement, elles sont pas hyper accessibles. Je doute que la discussion qu'on va avoir juste après le soit encore plus. Ah ouais. Mais ouais, en tout cas, c'est plutôt des bons événements qu'on a eus. Et j'espère qu'on pourra suivre le sujet un petit peu plus tard dans un podcast différent. Ouais, super cool. C'est aussi top je suis complètement d'accord avec toi qu'il faut de l'éducation populaire sur les nouvelles technologies, expliquer comment ça marche. Et bon, le débat sur la 5G, on en pense qu'on veut, mais il aura quand même eu l'avantage d'avoir eu des articles techniques qui expliquent un petit peu, qui vulgarisent en gros comment ça marche, à quoi ça sert, quels sont les enjeux. Mais les abeilles, Kevin. Et bref, mais d'un autre côté, c'est ce qui est aussi bien, c'est que de plus en plus de développeurs développeurs et gens du milieu de la technologie qui ont ces compétences techniques commencent à se saisir des enjeux politiques qu'il y a derrière. Parce que d'un côté, le grand public, les députés, pas mal de militants sont un peu incultes technologiquement et c'est un problème. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de développeurs qui sont incultes politiquement, et c'est un problème aussi parce que du coup, ils se rendent pas forcément compte déjà de comment sont utilisés les outils qu'ils développent, ni des conséquences à court, à moyen et à long terme que peuvent avoir les outils qu'ils réalisent. Ouais. Ok, du coup, on est dans les temps là. J'ai cru qu'on allait finir à 19 minutes, mais en fait, on est à 23 maintenant. Et on va enchaîner sans transition avec la chronique de Kevin sur les API et HTTP3. Sujet qui n'a rien à voir ou presque. Ouais, mais c'est cool d'avoir un sujet technique parce que la dernière fois, on avait aussi passé quasiment 1 heure à parler de harcèlement chez Microsoft, chez Ubisoft. Ça finit pareil, mais ça commence pas pareil. Et donc du coup, pourquoi pas un sujet technique. De quoi on parle aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va parler d'API web, API si tu veux qu'on la fasse à Microsoft. Bah, c'est vrai qu'on dit API et pas HTTP après, donc. Ouais, du coup on va tout faire. On est Lilo, on va tout faire en français. Ok, API. Du coup, on va parler des API web et on va parler de performance avec les API web.
Alors désolé pour les non-techniciens qui nous écoutent, je pense que vous pouvez arrêter là pour aujourd'hui. Est-ce que Damien, ça te parle GraphQL? GraphQL, pour moi, c'est une API, enfin c'est une alternative à SQL pour taper sur des bases de données de graphes. Et toi, Rose? Il me semble que c'est un peu ce que tu dis, Damien, mais c'est une façon d'aller une architecture derrière les API pour aller requêter des modèles plutôt graphes. Ouais, exactement. En gros, c'est un format d'API qui a été promu par Facebook, publié par Facebook, qui permet de requêter un ensemble de données exposées sous la forme d'un graphe avec un petit langage de requêtage. Le but assumé de ce format, de cette architecture d'API, c'est de permettre de régler les performances des API REST. C'est vraiment présenté comme ça. Qu'est-ce qu'il y a comme... C'est quoi le problème de performance des API REST? Alors, très bonne question. Qu'est-ce que c'est les problèmes de performance des API REST? Déjà, est-ce que ça parle à tout le monde ce que c'est que REST? Moi, ça me parle beaucoup, du coup, je peux en parler longtemps. Moi, je ne sais pas. Ok, alors REST, c'est un style architectural, et c'est le style architectural qui a été implémenté par le protocole HTTP, c'est-à-dire le web. Du coup, le web lui-même, c'est un système d'information distribué, disponible à l'échelle du monde entier, interopérable. Donc on revient un petit peu à nos problématiques précédentes, finalement, par la petite porte, qui est bâti sur un style architectural qui contient quelques contraintes architecturales, qui a plusieurs objectifs, dont l'interopérabilité et aussi la performance. Du coup, on a un truc qui est conçu pour la performance, qui a été remplacé par un autre truc par Facebook qui a pour but d'être performant. Attends, est-ce que ça a été conçu pour la performance? Oui, bien sûr. Est-ce que le web, comme ça a été conçu pour être cacheable, sans état, sans connexion. Exactement. Mais est-ce que ça a été plus cacheable que performant? Ah non, faut relire la dissertation de Fielding. La moitié de la dissertation, elle parle de la performance et comment on s'attaque à ce problème de performance. Avec des caches. Avec du cache, bien entendu. Yes. J'avais envie de parler malgré tout, le cache, qui est de base dans le protocole HTTP, qui est de base utilisé dans les API HTTP, on dit maintenant que ça suffit pas pour rendre le web performant. Bah ouais, nos mégas de trackers publicitaires et nos images et nos machins, il faut bien, ça prend un peu de temps à télécharger. J'ai cru que t'avais parlé des ados qui regardent Netflix et TikTok. Ouais, mais à la limite, la vidéo en streaming. Mais bon, même pour nos API web, même pour nos applications mobiles, même pour nos progressive web apps, reste le cache. Ça suffit plus, c'est pas assez temps réel, parce que c'est du cache. Ouais. C'est pas assez performant. Donc, on a créé GraphQL. GraphQL, du coup, règle deux problèmes principaux de performance du REST. L'architecture REST, le premier problème, c'est le problème de l'underfetching. Ouais. T'es sur la page d'accueil de ton réseau social préféré. L'architecture REST a quelques contraintes, entre autres le fait que tes données doivent être exposées sous forme de ressources atomiques. Donc, je fais une première requête vers mon API REST pour récupérer les données qui correspondent au profil de l'utilisateur que je suis en train de visiter. Ouais. Et là, je me rends compte que ce que je veux afficher, moi, avec mon JS moderne, etc., c'est les données, le nom, prénom, l'avatar de l'utilisateur, mais aussi ses derniers posts, mais aussi tous ses amis. D'accord. Et ça, c'est trois ressources différentes. Ce qui est un avantage de REST, à la base, c'est la découvrabilité du Exactement, parce que j'ai des liens, j'ai des affordances entre mes différentes données. Il n'y a pas de lien en JSON. JSON n'est déjà pas un format hypermédia, et donc il n'est pas REST. JSON ne l'est pas, mais son successeur, en tout cas son extension par le W3C qui s'appelle JSON LD, for Link Data, LD, lui, c'est un format hypermédia qui contient les liens de l'HTML l'était aussi, je crois. Et HTML l'était, et XML l'était aussi. Et en fait, tous ces formats-là, ils implémentent le même modèle de données qui est RDF. On y reviendra peut-être un petit peu après. Bref, premier problème avec ces liens, cette découvrabilité, l'underfetching. On est obligé de faire plusieurs requêtes pour récupérer toutes les données. Du coup, on introduit de la latence. D'abord, je récupère le profil, les données du profil de Damien. Ok, première requête, je dois attendre qu'elle soit téléchargée, qu'elle arrive. Je commence à la parser en JSON, en XML, en HTML. Tu peux faire du API REST en HTML, ça marche très bien. Je veux aussi afficher ses amis. Je vais voir, que Rose est l'ami préféré de Damien. Ouais. Je vais faire une deuxième requête
Du coup, j'ai créé de la latence. Ben, je comprends. Effectivement, si tu veux aller chercher tous mes amis, toutes les pages que j'aime sur Facebook, il y en a pour 18 requêtes, et si les requêtes, elles peuvent pas être paralysées, elles sont enchaînées, effectivement, toute la donnée que Facebook a sur moi, ça va prendre 2 heures. Hein. Un problème lié, qui est aussi un sous-ensemble de l'underfetching, c'est le problème du N+1. J'ai une collection, j'ai la liste de tous tes amis. Oui. Et ben, du coup, je suis obligé d'attendre que la collection ait été terminée. Oui. Pour faire la requête supplémentaire et faire une requête par élément. Ok. Donc là encore, j'introduis de la latence et j'introduis des effets de cascade. Okay. J'attends les premières données. Une fois que je les ai, seulement à ce moment-là, je commence le téléchargement des autres données. Si j'ai un graphe un peu plus profond que ça, parce que le web, c'est des données qui sont exposées sous forme de graphe. RDF, c'est un format graphe. Donc on y revient un petit peu à GraphQL. Absolument. J'ai des effets de cascade qui sont d'autant plus importants. J'ai une latence qui est d'autant plus importante. Mon réseau social va mettre longtemps à s'afficher, mais mes annonceurs publicitaires ne vont pas être contents. Okay. Deuxième problème. Les utilisateurs aussi, peut-être. Peut-être tes utilisateurs. Ouais. Mais si tu retirais les annonceurs publicitaires, ça irait peut-être quasiment aussi vite finalement. Enfin, on s'éloigne. On se l'égare pour les serveurs. Deuxième problème, moins gênant. L'overfetching. Comment on règle ça? Dans les formats d'API depuis très longtemps, on fait de l'inclusion de documents. Comment je peux régler ce problème-là? Tout de suite sur la page de ton profil, dans la réponse HTTP, je vais inclure les relations. Donc, je vais inclure la liste de tes amis, je vais inclure tes statuts, et puis je vais mettre tout ça dans un seul document. Et puis je vais t'envoyer tout ça. Ok, donc j'ai réglé le problème. Maintenant, toi, tu peux regarder ton profil sur un téléphone mobile ou sur un écran qui gère le 4K, et tu vas pas avoir la place pour afficher les mêmes données. On va faire qu'une seule réponse HTTP quand même. Peut-être que tu vas avoir téléchargé cette fois-ci trop de données. Et télécharger trop de données, ça veut dire passer du temps à les générer, ça veut dire gaspiller de la bande passante pour pas grand-chose. Donc ça aussi, ça peut être un problème de performance par rapport à si on envoie juste le strict nécessaire. Okay. Donc ça, c'est les deux problèmes principaux. J'avais jamais envie d'utiliser GraphQL et tu me l'as vendu en 2 minutes. Et voilà, en termes de performance, je permets de régler GraphQL. GraphQL, je décris dans une requête tout ce qu'il me faut, et seulement ce qu'il me faut. Du coup, je règle le problème de l'under et de l'overfetching. Je reçois un document de JSON. Pour le coup, GraphQL, lui, ne gère que JSON, qui contient absolument tout ça. Absolument. Super cool. Et ça, tu sais que ça ne sert plus à rien. Est-ce que vous avez une idée, tous les deux, de pourquoi ça ne sert plus à rien? Parce que HTTP 3. Alors, t'es en avance sur ton temps, t'es un visionnaire. Mais non, pas HTTP 3, mais t'es pas loin. Rose, peut-être? Alors, je suis pas du tout compétente sur ce domaine-là. Je commence à apprendre des choses, du coup, grâce à cette petite chronique. Non, du coup, j'ai vraiment pas d'idée. Est-ce que c'est parce que, du coup, on n'a plus la même architecture de stockage de fichiers derrière? Est-ce que... Alors, c'est parce que le web a évolué et j'étais méchant avec Damien, un professeur qui n'est pas très pédagogue. C'est grâce à HTTP 2. Oui, t'es allé juste un tout petit peu trop vite. Dis-moi juste, si pour être sûr, HTTP2, ce qui avait de bien, c'est que on n'était pas obligé de rouvrir une connexion TCP à chaque requête HTTP, et on n'avait pas besoin de refaire le SSL uncheck à chaque fois. Exactement. Alors HTTP2, il y a plein de trucs dedans, et devine à quoi servent tous ces trucs, 100%. Résoudre les problèmes de cache. Presque. Résoudre les problèmes de performance. Parce qu'on veut arrêter de faire des requêtes SSL tout le temps, c'est ça. Entre autres. Je vais y revenir un petit peu, mais oui, entre autres. Alors, en tout cas, pourquoi GraphQL et l'imbrication de documents de manière générale, il y avait d'autres formats qui permettaient de faire ça avant. JSON-LD permet de le faire, JSON API le supporte depuis toujours. On fait ça depuis assez longtemps. En fait, dans HTTP2, on a plusieurs mécanismes qui permettent d'améliorer les performances. Il y a ceux que tu as décrits. Mais dans notre cas, ça change rien. Okay. Dans notre cas, ça va réduire un tout petit peu la latence, mais on aura quand même les effets de cascade, on aura quand même l'overfetching, on aura quand même l'underfetching. On a deux autres caractéristiques qui sont intéressantes. La première, c'est le multiplexing. Du coup, effectivement, on n'a plus qu'une seule poignée de main TLS. On a dit qu'on parlait français ce soir. Alors, un check TLS pour ouvrir une connexion. On n'a plus qu'une seule poignée de main TLS pour créer une connexion parce que maintenant, on n'a plus qu'une seule connexion TCP pour embarquer autant de connexions HTTP parallèles que l'on souhaite. Oui. Requête et réponse. C'est ce qu'on appelle faire déjà avec SPDY avant, mais tout le monde ne sait pas SPDY, quoi. Ouais, Speedy, c'était l'ancêtre made in Google de HTTP2. HTTP2, c'est Speedy standardisé par l'IETF. Du coup, c'est exactement la même chose. Fantastique.
Excuse-moi. Je dis que c'était fantastique. C'est fantastique. Du coup, Speedy, c'est déprécié, même par Google. Ouais. Maintenant, c'est HTTP2, HTTP3, dont on parlera un petit peu après. Donc, première caractéristique de ce protocole qui est intéressante pour le parallélisme, c'est qu'il n'y a plus de limite de connexion HTTP que tu peux faire en parallèle, que tu peux maintenir ouverte du client vers le serveur. Alors en fait, il y a une limite qui est négociée entre le client et le serveur, mais qui est pour des raisons d'optimisation et qui est assez haute. Et puis on peut faire du double sens aussi, c'est-à-dire que le serveur peut me descendre des messages maintenant plus facilement. Alors, le serveur peut redescendre des messages, je peux envoyer mes messages en parallèle dans les deux sens. Donc ça, c'est déjà un gros gain en performance, y compris dans notre cas, parce que du coup, si j'ai une liste de relations à télécharger, je peux envoyer mes requêtes en parallèle et recevoir mes réponses en parallèle. Il y avait déjà des astuces pour faire ça avec le pipelining, par exemple, en HTTP1, mais là, c'est plus efficace. Il y a un deuxième élément qui est ça marche out of the box. Si. Bah, ce que je veux dire, c'est que l'avantage, c'est aussi que ça marche out of the box. On n'a pas le pipelining, fallait l'implémenter, ça demandait du travail, quoi. Bah, tous les serveurs web l'implémentaient et tous les navigateurs aussi. Okay, du coup, cool. C'était un peu là-dessus, franchement, c'était moi, à peu jamais près été comme développeur web pour ma défense. C'était à peu près comme HTTP2. Okay, cool. Deuxième élément qui va nous servir, qui a été ajouté dans HTTP2, c'est la caractéristique du serveur push. Alors, pour vous expliquer comment ça marche, on va se mettre, désolé pour nos amis back qui pensaient à un truc ultra technique, on va se mettre à la place de notre intégrateur HTML, CSS. Alors, j'ai une page web, une belle page web, plein de publicités. Oui. On va faire des trucs concrets, des trucs qui servent à quelque chose. Okay. Et j'ai des publicités, et j'ai aussi, donc c'est des fichiers JS, et j'ai une feuille de style pour rendre ça beau, et cette feuille de style elle-même, elle a une relation vers une image ou plusieurs images qui me permettent de rendre beau mon document. Bon, alors qu'est-ce qui se passe ? Mon navigateur web télécharge ma page.html. Il est obligé d'attendre que la page soit téléchargée. Il commence à parser le HTML. HTML est un format hypermédia, comme tu l'as très bien dit tout à l'heure. Il va avoir des liens avec la balise link ou avec la balise src avec la balise script et l'attribut src pour. Je pensais que c'était des rel. On met pas des rel pour le CSS et ensuite. Alors c'est link, c'est le nom de la balise et rel c'est l'attribut. T'as vu comment j'y connais rien en web? Là t'es épaté. Et ça c'est basé sur une RFC qui est très importante pour le web ouvert, qui est la RFC qui s'appelle Web Linking et qui permet justement d'indiquer les relations entre les ressources qui passent avec le système d'identifiant, etc. C'est pas juste du HTML, en fait c'est disponible dans plein d'autres formats, dont du JSON-LD, dont HL, etc. Voilà. Donc notre page HTML elle a une relation vers ce script qui contient nos publicités, et vers cette feuille de style CSS. Mm-hmm. Seulement au moment où elle a été téléchargée, parsée, et que le navigateur a détecté cette relation, les requêtes sont envoyées à ce moment-là. Donc là encore, latence. Exactement pareil que pour mon API JSON qui servait mes utilisateurs Facebook, comme tout à l'heure. Ouais. Ok. Ma feuille de style CSS, une fois qu'elle a été téléchargée, parsée par le navigateur, il se rend compte qu'il y a la relation vers l'image. Hop, latence, cascade. Problème du N+1. Je veux télécharger, seulement à ce moment-là, je peux télécharger la feuille de style, et seulement à ce moment-là, j'ai mon premier rendu, et ça commence à être joli, ça commence à être affichable. Tout ça, c'est dommage, parce que notre intégrateur HTML, quand on fait ça, il le sait que l'utilisateur, pour rendre la page, le navigateur pour rendre la page, il aura besoin du fichier HTML, plus du JS, plus du CSS, plus de l'image liée au CSS. Est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre du prefetch vers les images ou des choses comme ça ? Alors, t'aurais pu effectivement mettre du prefetch ou du preload vers les images, c'est des technologies relativement récentes. Ouais. Mais même pour voir le lien prefetch ou l'entête prefetch, il aurait quand même fallu attendre que ta réponse HTTP ait été reçue. Au moins le HTML. La réponse HTTP. Ouais, ok. Ouais, parce que les prefetch, le prefetch, préconnect, preload, etc. Ça utilise la RFC WebLink. Du coup, ça peut être mis effectivement dans les tags, dans les éléments HTML link, mais souvent on les met plutôt en entête HTTP avec l'entête link. Ils se sont pas cassés la tête pour les noms, qui permet du coup de les avoir encore plus tôt, sans avoir à parser le HTML. Voilà, donc pour ça, réponse HTTP, pas forcément HTML, et ça marche aussi ces trucs-là pour les API. Il faut le savoir, si vous êtes coincé sur une API REST en HTTP1, vous pouvez utiliser ces machins prefetch, préconnect et tout ça, ça va permettre quand même d'améliorer les performances. Alors, on pourrait faire encore mieux. Donc notre développeur web, notre intégrateur HTML, il le sait. Et ben dans HTTP2, il y a un nouveau mécanisme qui s'appelle HTTP Server Push qui sert justement à ça. Server Push, c'est un élément dans le protocole, très bas niveau, qui permet au développeur de l'application, lorsqu'il envoie une réponse à une requête HTTP, donc la réponse à notre requête vers index.html,
Eh ben, ça permet d'envoyer en même temps et en parallèle des réponses aux requêtes futures que le développeur sait qu'elles arriveront dont le développeur sait qu'elles arriveront prochainement. Donc, on te demande index.html, toi tu peux répondre avec index.html plus machin.mapub.js plus mon fichier.css plus l'image et envoyer tout ça grâce au multiplexing en parallèle au navigateur. Ouais. Au niveau des navigateurs, c'est comme le pipelining dont on parlait tout à l'heure avec HTTP1, c'est complètement transparent. Le navigateur va tout recevoir en avance de phase, il sait pas encore qu'il en a besoin. Il va stocker tout ça dans un cache local, et dès que le navigateur va demander cette ressource, soit en parsant le HTML et tombant sur l'entête, soit en faisant du fetch, c'est déjà dans ce cache spécifique local, et c'est utilisé de cet endroit-là, et c'est renvoyé instantanément. Ok. Alors, je suppose que vous voyez où je veux en venir. Grâce à ce mécanisme, on n'a plus besoin de faire d'imbrication de documents dans nos API. Et là, du coup, ça veut dire que le serveur, il sait, il présuppose les données dont va avoir besoin le client. Et donc, en l'occurrence, sur le cas de la personne qui est sur un smartphone ou sur une télé 4K, le serveur, il t'envoie des éléments, mais il part du principe que t'es un téléphone. Si t'es une télé 4K, il t'a pas tout envoyé. Je me trompe ? Il peut effectivement essayer de parser les nouveaux entêtes HTTP qui permettent de connaître les capacités du périphérique qui sont maintenant envoyées dans les requêtes par Chrome, etc., ou parser le user agent à l'ancienne. Mais donc, il y a quand même des solutions, mais effectivement, c'est ce problème-là. C'est toujours le serveur qui décide ce qu'il envoie. C'est pas le client qui demande ce dont il a besoin, contrairement à GraphQL. Et c'est pour ça qu'on a besoin de HTTP3. Et non, parce que HTTP3 ne change rien là-dessus. HTTP3, on en parlera un petit peu à la fin si vous voulez, mais la sémantique est la même que HTTP2, qui est modulo ces quelques petits ajouts, enfin ce serveur push en particulier, est la même que HTTP1. Il n'y a pas de nouvelles fonctionnalités, HTTP3 excepté qui va permettre par d'autres techniques d'améliorer la performance, vous l'aurez deviné. Oui, mais il y a aucun lien entre GraphQL et HTTP3 ? Non. À part que tout à l'heure, j'attends le twist. À part que HTTP3 et HTTP2 accélèrent même GraphQL, mais en même temps, ils le rendent moins pertinent que ce qu'il a été. Et c'est là où j'en viens au petit protocole Vulkan. Le protocole, c'est un terme un peu ambitieux pour 2 entêtes HTTP. Ouais. Mais Vulkan va permettre de régler le problème exact que tu as décrit, Damien. Vulkan, c'est un premier entête HTTP qui s'appelle preload. Mm-hmm. Dans cette entête, on part du principe que le client sait quel est le format des documents qu'il va recevoir. Donc ça va être des documents JSON avec un format particulier, avec des champs qui sont connus à l'avance du navigateur, ou voilà, on sait quelle est la structure de l'API. Donc on n'est pas encore sur l'autodécouvrabilité que permet une vraie API REST, une API hypermédia de niveau 3 selon le modèle de maturité de Richardson. Mais partons du principe que le client connaisse la structure de notre API. Le client va pouvoir utiliser un sélecteur qui est négociable. On sait quel est le format qui va être renvoyé. Est-ce que c'est du JSON? Est-ce que c'est du XML, du HTML? Du coup, on va pouvoir passer un sélecteur qui est compatible avec ce format-là. Donc, ça va être JSON pointer pour du JSON, ça va être CSS pour du HTML, ça va être XPath pour du XML. Mm-hmm. Et on va pouvoir demander via ce sélecteur l'ensemble des relations du graphe que représentent nos ressources REST disponibles via notre API, dont on va avoir besoin pour l'affichage de la page. C'est des métadonnées. Donc c'est des métadonnées, c'est un entête HTTP. Imaginons que je reprenne l'exemple du réseau social tout à l'heure. Donc je rappelle, j'ai un document user qui est lié à un document followers, qui est une liste de followers, qui est aussi lié, ce document user, à un document post, qui est la liste des posts. Ouais. Cette fois-ci, avec Vulkan, le navigateur, le client, va passer un entête preload. Et il va utiliser le JSON pointer, donc c'est juste des passes, les chemins. Ouais. Il va dire, voilà, je pars de /users, je veux /posts, /étoile, la liste de tous les posts. D'accord. Et je veux aussi /amis, /étoile, la liste de tous les amis. Ouais. Et juste avec cette petite astuce-là, un serveur qui comprend cette entête HTTP, lui connaît le graphe. Moi, je sais pas à l'avance si je veux l'ami Rose ou l'ami Damien. Ça dépend des données en base. Ça, je peux pas le deviner. Je sais juste que je veux l'ami lié ou la liste des amis. Je sais pas son ID. C'est-à-dire que le client, il a quand même déjà découvert et il sait qui sont les enfants des éléments du graphe qu'il veut, quoi. Alors, pas forcément. Ça veut juste dire qu'il connaît la structure du graphe. Ouais. Sans connaître forcément ses valeurs. Donc, du coup, il a découvert. Non, pas forcément. Parce il sait combien il y en a et il sait qu'il y en a, mais il sait pas qui.
Voilà, c'est ça. Toi, tu crées ton appli Facebook. Ouais, mais tu sais c'est quel type d'enfant a ton nœud, quoi. Ouais, comme GraphQL, exactement pareil. Ouais, ok. Dans GraphQL, t'as exactement le même problème. C'est pour ça que c'est un langage de requêtage, c'est des patterns. Tu sais que t'as des enfants. Tu connais le schéma des données que t'exposes. Après, tu connais pas les valeurs des données que t'exposes. Là, je comprends. Ce que je veux dire, c'est que le schéma des données, effectivement, le client, il doit le connaître. Il peut pas le découvrir au fur et à mesure comme avec HTML, tu vois. Alors, en fait, il va pouvoir. Mais ça, c'est la cerise sur le gâteau. On parlera de ça qu'à la fin. Mais là, on reste dans le cas classique. Comme avec GraphQL, le client l'a pas découvert, il le connaît, c'est hard-codé dans le client. Ouais. Et avec ce petit sélecteur, il va pouvoir dynamiquement dire, OK, j'ai besoin de ce graphe de données-là. Il va pouvoir donner la profondeur de relation qu'il souhaite. Il n'y a pas de limite là-dessus. Un serveur qui est compatible avec ça. Automatiquement, il va utiliser HTTP de serveur push pour envoyer toutes les relations qui sont liées à la réponse principale en parallèle grâce au multiplexing au client. Ensuite, comment le navigateur récupère ça ? C'est hyper facile, c'est comme avec notre feuille de style CSS tout à l'heure, il n'y a rien à faire. On part du principe que notre API est quand même Hypermedia, et que les relations sont indiquées par des URL, que les ressources sont identifiées par des URL. Donc on parcourt notre objet de JSON qui contient les données de notre utilisateur. Quand on arrive à la clé ami, on a une URL qui est /ami/Damien. Ouais. Qui contient, et là il faut l'appeler pour récupérer les amis de Damien. Et du coup, Vulkan, on l'appelle avec Fetch. Vulkan, c'est une RFC ou c'est un logiciel ? Alors, Vulkan, c'est un Internet Draft pour l'instant, et qui sera peut-être une RFC si l'IETF décide un jour de le normaliser. Pour l'instant, c'est un Internet Draft dispo sur le site de l'IETF, et qui est sous les licences et les process de l'IETF. D'accord. Donc, voilà le premier en tête, preload, qui permet de tirer parti le serveur push. Et ça, c'est un gros avantage par rapport à ce que permet GraphQL. Et ben, le gros avantage, c'est que on préserve les principes de REST, on préserve l'atomicité de chacune des ressources. Ça veut dire que chaque donnée, elle reste avec sa propre URL, son propre cache HTTP. On y revient. Ça veut dire aussi que toutes les capacités du protocole, y compris par exemple la sécurité, qui peut être différente pour une donnée et pour une autre, c'est prévu de base dans le protocole HTTP avec l'entête autorisation. Ouais. Tout ça, ça continue de fonctionner. Ouais. Okay. Et ça veut dire aussi qu'on tire parti à 100% du multiplexing. Quand on fait du GraphQL ou du JSON API include ou ce genre de truc, on demande au serveur de générer un gros document de JSON qui contient tout ce dont on a besoin. Ce gros document, c'est une seule réponse HTTP qui contient tout, et forcément, elle peut pas être envoyée en parallèle. Parce qu'il faudrait savoir détecter les petits bouts de JSON et on sait pas faire. À l'inverse, avec Vulkan, on a toujours des petits documents qui contiennent peu de données qui sont atomiques, qui ont des relations entre elles. Qui ont des documents, des relations entre eux. Donc là, mon utilisateur, la liste de ses amis, chacun des éléments de ses amis, la liste de ses posts, c'est plein de petites réponses HTTP qui sont envoyées, elles, en parallèle. Là, il n'y a pas de problème. Du coup, on est plus rapide là-dessus, grâce au parallélisme, grâce au multiplexing, que ce que permet GraphQL. Ouais. Donc, deuxième gros avantage, le cache HTTP. T'as déjà essayé de faire du cache avec GraphQL, vous n'avez pas utilisé plus que ça. Non. GraphQL, c'est post/GraphQL. C'est la seule requête que l'on envoie. Il y a quelques petites astuces pour faire du get quand même et tout ça. On va pas rentrer dans les détails aujourd'hui, on va pas y passer la nuit. Mais dans l'ensemble, c'est une boîte noire. Il utilise le protocole HTTP comme une boîte noire. Ouais. Je passe ma requête, je l'envoie comme en RPC au serveur. Je récupère ma réponse. Le serveur, pour lui, s'il ne connaît pas le format GraphQL, il peut rien en faire. Et je peux pas mettre un varnish ou un Cloudflare ou quelque chose comme ça pour faire du cache aux différents niveaux de mon réseau. Je suis toujours obligé de taper mon origine. Là, avec Vulkan, c'est du HTTP pur et dur, c'est du REST pur et dur. Chaque ressource peut avoir ses entêtes de cache et je peux les mettre en cache dans mon Varnish, dans mon Cloudflare, dans le navigateur, de manière complètement atomique. Pareil, j'ai beaucoup moins de chances qu'une donnée devienne invalide si elle est petite plutôt que si elle est grosse. Donc, mon gros document qui contient plein de trucs, si je fais un applicatif spécifique pour GraphQL, il y a des choses comme ça qui existent pour faire du cache spécifique à GraphQL. Il n'empêche que à chaque fois que l'une des données contenues dans le gros document de JSON est invalide, je vais devoir récupérer tout le gros document de JSON quand même. Ouais. Là, je peux invalider juste l'un des amis
de mon utilisateur et récupérer la nouvelle donnée de ça sans avoir à retélécharger tout le reste parce que je tire parti de la sémantique et des capacités de REST et de son implémentation en termes de protocole qui est HTTP. En plus, l'avantage, c'est, un des concepts de REST, c'est de pouvoir rajouter des fonctionnalités en faisant un proxy devant un composant. Ouais. C'est la composition des composants. Ouais, ce qu'on appelle le layering, exactement. Layering, en français, on dit composition. Ouais, ou l'architecture en couche. L'architecture en couche. C'est l'architecture oignon. À chaque fois que tu enlèves une couche, tu pleures. Mais du coup, on peut rajouter Vulkan sous la forme d'un composant qui est devant les composants existants. Ça n'oblige pas de migrer ou de mettre à jour le composant existant. Et la bonne nouvelle, c'est que ce composant, il existe. Il existe et tu l'as implémenté? Et je l'ai implémenté. Est-ce que attends, je vais essayer de deviner, est-ce que tu l'as implémenté en Go? Et je l'ai implémenté, en Go. Avant, j'ai essayé de le faire sous forme de module Nginx en C, en Rust, en JavaScript. Bon, il y a eu pas mal d'essais-erreurs là-dessus, mais la version actuelle est effectivement implémentée en Go. En vrai, j'avais pas regardé avant. Hein. J'ai essayé de deviner. Pourquoi tu l'as implémenté en Go? Est-ce que c'est pour changer les variables d'environnement à chaud, etc.? Alors pas vraiment, c'est parce que, comme je l'ai dit, pour que ça puisse fonctionner, j'ai besoin d'utiliser les nouvelles capacités de HTTP2 et en particulier serveur push. Et j'ai besoin de l'utiliser finalement à assez bas niveau, entre autres, parce qu'il y a quand même quelques petites complexités quand on manipule des API de ce type-là, on appelle maintenant API HTTP3. Par exemple, si j'ai une API qui est authentifiée, il faut que je puisse propager l'entête authorization ou le cookie aussi aux sous-requêtes, aux relations, pas que à la requête principale. Et ça, dans les autres technologies, il y a un support qui existe à peu près partout d'HTTP2 et même de serveur push, mais qui est assez minimal, sur lequel t'as pas la main sur les primitives, et tu peux pas le faire, en tout cas pas le faire facilement. D'accord. Typiquement dans Nginx, faut patcher la moitié d'Nginx pour avoir accès, pour pouvoir te brancher au bon endroit, pour pouvoir manipuler ça. Go, qui est fait pour le réseau dès le départ et sur lequel Google, cette multinationale de la tech, fait quand même des trucs sympas et il faut le reconnaître a vraiment et open source a vraiment bien travaillé la chose, a un serveur HTTP intégré qui est très très performant, ouais, très très extensible et qui implémente déjà tous ces trucs là. Du coup j'ai testé vraiment pas mal de choses et c'était ce qu'il y avait de plus simple et plus performant et plus fiable à utiliser, d'où le fait que ce soit basé sur Go. Et pour ma culture G, Vulcain dans le système solaire, c'est un satellite de Mercure? Je sais pas, pour moi c'était une référence au dieu grec. Ah ouais, d'accord. Donc je ne pourrais pas. Il y a un dieu grec qui s'appelle Vulcain? Bah ouais. C'est lequel, rappelle-moi, il fait quoi? C'est le et des volcans. Ouais, exactement. C'est Héphaïstos, hein, Héphaïstos. Ouais, mais c'est parce que c'est le Héphaïstos et Vulcain c'est le romain. Le nom romain. Le nom romain. Ah oui. Comme Mercure, c'est quoi le dieu grec? Mercure, c'est le nom romain. C'est Mars? C'est Mars. Non, Mars, c'est le nom romain. Et c'est le dieu de quoi? Mercure, c'est le messager. Hermès, ouais. Et Hermès, voilà, c'est ça. Bref. D'accord. J'avais compris roumain au lieu de romain. Le terme roumain, ça vient de romain à la base, non? Je n'ai aucune idée. Mais ça aurait du sens vu que ils utilisent une langue latine, donc ça a du sens. on en est à l'implémentation de ça. Donc, cette petite entête préload, effectivement, on peut l'implémenter soi-même. Si on le gère au niveau serveur, c'est là que ce sera plus efficace, mais on peut aussi utiliser le composant, les contraintes de couche, l'architecture orientée, layering de HTTP, pour mettre des reverse proxy, hein, c'est pour ça que c'est fait, c'est pour faire ça à la manière, ça fonctionne HTTP à la manière des pipes Unix, pour ajouter des couches, et du coup, on peut utiliser ce petit serveur Vulkan Gateway Server devant n'importe quelle API déjà existante pour la transformer en API capable de supporter Vulkan. Et pas besoin de te refaire tout son système d'information en GraphQL, n'importe quelle API REST standard va fonctionner, même si elle n'est pas hypermédia. On a dit que pour que ça marche bien, il faut que j'ai mes relations. Donc j'ai des URL qui représentent les relations et que je puisse les appeler, que je puisse les parcourir. Ouais. Et ça, c'est pas le cas des vieilles API ou des API qui n'ont pas fait comme toi, Damien, et qui n'ont pas été faites après avoir lu la dissertation de Fielding. Du coup, il y en a beaucoup, ces API. Je l'ai fait parce que j'ai étudié. Du coup, j'ai eu le temps d'étudier. T'as de la chance qu'en France, il reste un service public. Yes, je l'ai étudié au Québec. Ah, bon. Mais oui. Pourquoi on parlait de ça? Parce que dans ton API qui a été fait par les personnes qui ne sont pas des érudits, hein, comme toi, Damien, du coup l'ID de l'AMI, il y a des chances que ce soit 1, 2, 3 ou 400 et pas une URL.
Oui. Et du coup, ça empêche d'utiliser toutes les capacités de Vulkan, vu qu'il faut que nos identifiants soient des URL pour que on puisse les pousser et que le client sache faire l'appairage et sache faire la requête qui correspond à la donnée qui a déjà été poussée et la récupérer. Et je me disais bien que c'était pas automagique. Heureusement, il y a plein de formats autour de l'écosystème des API et des API REST en particulier qui existent, formats de documentation entre autres, et de spécification. Le plus populaire d'entre eux, c'est OpenAPI qui s'appelait Swagger avant. Oui. Et dans OpenAPI, ils ont pensé à ça parce qu'il y a plein de cas où c'est nécessaire d'être capable de trouver, ok, j'ai l'ID 1, c'est l'AMI 1, mais je n'en ai aucune idée de comment je fais pour récupérer, où est-ce que je vais chercher cette donnée-là, quelle est l'URL qui correspond à 1. Et dans OpenAPI, du coup, il y a un système de mapping qui est dispo dans la spécification qui permet d'utiliser des templates. Alors voilà, t'as monsite.com/mesamis/l'ID. Ça, c'est dans la documentation OpenAPI. Tu passes l'ID 1 en paramètre. Ouais. Et à partir de là, tu sais reconstruire l'URL et tu sais faire la requête qui va bien. Ça, c'est dans OpenAPI. Si tu fournis cette description OpenAPI qui va bien au Vulkan Gateway Server, il est capable d'en tirer parti, et ça marche même avec une API qui n'est pas hypermédia grâce à cette astuce-là. Mais en même temps, du coup, à la fin, notre OpenAPI redevient le WSDL de SOAP. Et du coup, notre OpenAPI redevient plus ou moins notre WSDL de SOAP, à la différence que OpenAPI, c'est plutôt fait pour les API REST qui sont orientés ressources, là où SOAP, qui est un très bon format, ceci étant dit, est plutôt fait pour du RPC et du Retail Service. Mais sans quoi, effectivement, on retrouve... Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, l'OpenAPI devient un contrat, quoi. L'OpenAPI et le contrat. Dans tous les cas, c'est à ça qui sert. Généralement, quand on utilise avant, OpenAPI... c'était une documentation. Alors ça, c'était au tout début de Swagger. On écrivait OpenAPI pour les humains, quoi. Swagger, au tout début, c'était un peu ça, mais ça fait longtemps, en tout cas au moins depuis OpenAPI V3, que c'est vraiment d'abord fait pour les machines et que la plupart de l'écosystème et de l'outillage est fait pour générer des clients, générer de la documentation, générer les API elles-mêmes. Maintenant, il y a des outils comme Stoplight, par exemple, qui te permettent c'est des outils visuels qui te permettent de concevoir en fait ta doc OpenAPI et du coup le design, la structure de ton API et de générer le code de l'API à partir de ça. API Platform marche un petit peu de la même manière, sauf que là on utilise des classes PHP comme source de documentation à la base, mais c'est aussi le même esprit où je travaille d'abord la structure de mon API. À partir de la structure, je génère le code que je vais bouchonner pour implémenter ma logique métier. Deuxième petite caractéristique du protocole Vulkan, c'est un autre en tête qui s'appelle Fields, et lui permet de régler le problème de l'overfetching cette fois-ci. Et Fields, ça permet, on a un document qui existe, ils ont une API legacy telle sélectionner les attributs du document, je vais avoir. Voilà, lui il te permet de filtrer. Ouais. Et tu ne vas récupérer que les clés que tu as passées en paramètres. Donc par défaut tu as tout, si tu ajoutes Fields, c'est de la liste blanche. Il faut que tu choisisses exactement quel champ de ton graphe tu veux récupérer, et tu ne vas récupérer que ces champs-là. C'est moins utile pour une API que tu vas construire de zéro, où tu vas essayer d'avoir les documents les plus petits, les plus atomiques possibles, quitte à faire des relations 1 vers 1. Ouais. Parce que ça va te permettre de maximiser ton cache, etc. Mais c'est disponible dans la spécification et dans le serveur Vulkan Gateway Server. Ce Vulkan Gateway Server, au début, c'était quelque chose de complètement autonome. C'est toujours disponible comme un reverse proxy complètement autonome qu'on déploie devant son serveur web et qui fonctionne. Depuis quelques semaines, il est aussi disponible sous forme de module pour KDE Server. Alors, je sais pas si vous avez déjà utilisé ce truc. Donc, c'est une alternative à Nginx, Apache, etc., qui est écrite en Go. Forcément. On l'avait vu venir ou pas? Et forcément, c'était plus simple, qui est de plus en plus populaire, qui est cloud native, qui est fait pour être utilisé comme Ingress Kubernetes et tous ces machins-là très très modernes. Et en fait, il implémente ce système des couches du style architectural REST, sauf qu'il propose des points d'extension pour l'implémenter directement dans le même binaire Go, sous forme de middleware en fait, ce qui permet d'améliorer la performance et la simplicité de déploiement, parce que tu as juste un binaire à déployer, ça fait serveur web et ça gère à peu près tout. Il y a plein de modules de base, il y a un module de cache, il y a des modules comme il y a pour les fonctionnalités habituelles des serveurs web, et du coup il y a aussi maintenant un module Vulkan qui permet d'ajouter le support du protocole pour n'importe quel système qui utilise KDE Server. J'ai à peu près fait le tour de ce que largement, je voulais dire sur Vulkan. Deux petits points d'ouverture. Ouais.
Premier point d'ouverture, HTTP 3. Ah. Petit quiz. Selon vous, quel pourcentage des utilisateurs du web dans le monde ont un périphérique, sont capables d'utiliser HTTP2 maintenant? Nos serveurs, ils l'utilisent depuis longtemps. Mon téléphone, dans les applis Android, j'ai implémenté déjà la SPDY3 SpeedY. 3, j'imagine. Genre un 90? De quoi? Un 90%? Ouais, effectivement, il y a encore énormément de sites qui malheureusement ne sont même pas en HTTP2, alors que c'est 2 lignes de config à changer dans votre serveur web pour activer HTTP2. C'est 10% ou c'est 90%? Et du coup, les sites web, j'ai pas les stats en tête, mais les utilisateurs, il y a 97% des utilisateurs du web qui ont un périphérique qui est compatible HTTP2. Ouais, de manière générale, tout le monde utilise Chrome, et Chrome, il supporte HTTP2. Ouais, et même les trucs plus obscurs que Chrome, il le supporte quasiment. Ah, oui. Donc, il y a aucune raison de ne pas le mettre. Et HTTP3, lui, n'utilise plus TCP. Le protocole de base dans HTTP3, qui a été conçu à la base par Google. En fait, à la base, ils voulaient juste court-circuiter, faire exploser complètement le modèle OSI et n'utiliser ni UDP ni TCP. Et refaire un nouveau protocole de zéro qui gérerait toute la pile. Pour des questions de performance, se sont rendus compte qu'il y avait trop de levées de boucliers et que c'était un chantier trop énorme. Du coup, ils l'ont refait sur UDP. Donc, HTTP3 pour régler le problème du head of line blocking. Ils n'utilisent plus TCP parce que TCP, tes paquets sont ordonnés. Du coup, si tu as un paquet qui est manquant, avant de pouvoir utiliser les autres, tu es obligé d'attendre que le paquet manquant ait été récupéré. Ok. Et comme... J'aurais dû dire ACK. Hein? Non, c'était une vanne. Au lieu de dire OK, j'aurais envoyé un ACK pour acknowledge. Ok. Très bien. Et avec HTTP3, tu m'as perdu. En plus, tu dis ACK alors qu'on a dit qu'on parlait français. Mais attends, mais ACK, on envoie le TCP, il y a vraiment ACK. Accusé de réception, Damien. Putain, en français, il est accusé de réception. Je pensais qu'au Québec, ils étaient très attachés à la langue française. Au Québec, j'ai fait du forage de données, de l'informatique nuagique. Voilà, exactement. Et quadriciel aussi. Mon préféré. Pas étudié de quadriciel, non. Mais on s'égare. Donc HTTP3, ça va permettre d'améliorer les performances en améliorant encore énormément le multiplexing grâce à l'utilisation du DP et du coup la fin du head of line blocking. Pardon pour le terme. Et alors du coup, head of line blocking en français? Blocage de la tête de ligne. Non, c'est pas mal. Traduction mot à mot. Ouais. Bloqué par la tête de ligne même. Bloqué par le curseur de lecture. Ouais, c'est pas mal non plus. J'aimerais bien proposer un curseur de lecture. Faudrait qu'on regarde sur Wikipédia. Mais que fait l'Académie française? Ouais, au lieu de nous parler de ou de la Covid, là, qui nous parle de choses sérieuses. Bon. Donc HTTP3. HTTP3, meilleur multiplexing. Et HTTP3 supporte bien sûr lui aussi serveur push. Dernier point de... Non, mais c'est surtout HTTP3, ça va être trop bien sur mobile, du coup. Et bah, du coup... Parce que le problème, c'est que sur mobile, TCP, à chaque fois que tu passes sous un tunnel, tu le refais, tu changes d'antenne, t'as un moment creux, t'as perdu ton TCP, quoi. Bah ouais, ce qui est plus le cas. Et c'est vraiment tout l'intérêt. Ouais, bah, ça a l'air trop bien ce que tu vends. Et du coup, encore plus avec quelque chose comme Vulcain. Alors, avec la 5G, je t'en parle même pas, là, c'est parfait. Oh là là. Mais avec un protocole comme Vulcain où tu peux maximiser le nombre de requêtes en parallèle plutôt que d'avoir un gros document, bien sûr là c'est encore meilleur. Ouais, c'est bon. Dernier point d'ouverture, l'autodécouvrabilité. Effectivement, l'une des caractéristiques de REST qui le rend plus intéressant et plus interopérable que les systèmes qui le précédaient, c'est la possibilité pour un client, sans ne rien connaître à l'avance du serveur qu'il va découvrir, de s'adapter à lui et de récupérer, d'interagir avec, sans que ce soit hard-codé dans le client. Quand je vais sur Wikipédia, il n'y a rien qui concerne Wikipédia qui est hard-codé dans Chrome. Si je clique sur un lien de Wikipédia vers le monde, là, du coup, on est dans l'hypermédia. Je suis passé, grâce à l'interopérabilité que permet le protocole, sur un autre système d'information, dans un autre pays, qui parle d'autres choses servies avec un autre langage de programmation. Et pourtant, le navigateur web n'a rien non plus qui concerne directement le monde dedans. C'est juste les standards qu'il implémente et le protocole HTTP qui implémente le style architectural REST qui permet ça.
Eh ben bien sûr, le W3C n'a pas été en reste là-dessus et propose des outils similaires pour d'autres formats. Ah, n'a pas été en reste. On est bien. Déjà tout à l'heure, le serveur il envoie tout le reste. Tu t'en déperches sur des jeux de mots autour de reste. Hein, C'était l'objectif. Donc, le W3C parce que d'habitude, tu donnes des conférences, les gens, ils réagissent pas à tes vannes. Ouais, mais c'est parce qu'ils comprennent pas ce que je dis. Ils comprennent pas que les jeux de mots, c'est chiant. Ils viennent, ils disent, bon, ça a l'air sympa, on verra plus tard. Quand est-ce qu'on parle d'HTTP 1 ? HTTP, on en a parlé un peu au début, on y refait. HTTP 1, à la base, il avait juste pas pensé à la sécurité, il s'était pas rendu compte qu'on avait fait un on-check SSL à chaque fois. Mais sinon, c'était un bon projet, hein, c'est chiant. Puis sa sémantique reste même dans HTTP 3, finalement. Donc, si vous voulez une API autodécouvrable, vous pouvez utiliser des formats comme Hydra, qui est un groupe de travail du W3C, JSON-LD et toute la stack RDF, qui permet d'avoir des clients qui vont être capables, sans rien connaître à l'avance de l'API, de découvrir toutes ses caractéristiques, toutes ses relations, toutes les affordances des données et de s'adapter avec ça. Si vous voulez un exemple pour voir concrètement comment ça marche et le gain de performance qu'apporte Vulkan sur ce type d'outil, vous pouvez aller sur le site du framework API Platform. Vous allez dans la démo, et dans la démo, vous allez voir qu'il y a une interface d'administration, un truc en React, en JS, qui permet d'afficher toutes les données, une interface en CRUD, quoi. Rose est déjà en train de le faire, ou devait le faire de l'autre côté aussi. Alors, pas du tout, j'étais en train de checker l'étymologie d'affordance. Et sur cette interface, vous allez voir qu'on a des beaux écrans jolis écrits en React qui permettent de manipuler toutes les données exposées par cette API. Allez, soyez un peu plus curieux que ça, allez voir le code source. Vous allez voir qu'il y a une seule ligne de React pour faire ça, qui n'est pas du tout dépendant de l'API. Et vous pouvez brancher n'importe quelle API qui supporte le format Hydra, la passer en paramètre de ce composant React, et vous allez avoir une interface qui se construit côté client complètement dynamiquement, juste en découvrant la structure de l'API qui est exposée via ces standards du W3C. Donc ces outils-là, d'auto-découvrabilité des capacités du serveur, en fait, ils existent déjà. Et Vulkan permet d'améliorer leur performance de manière très importante. En vrai, il faut qu'on boucle, parce que dans 10 minutes, il y a le couvre-feu. Et merde, on a tous des exemptions en tant que patron de quasi multinationale lilloise. C'est vrai que Kevin est un chef d'entreprise. Je tiens à le dire. Merci patron, Kevin. Je signerai ton petit papier. Ok. Non, mais j'ai pas rédigé ma rédaction, j'ai pas rédigé ma dérogation et ma voiture a pas le contrôle technique, donc faut rentrer avant le couvre-feu. Avec la surveillance généralisée, t'aurais pas dû dire ça à la radio. Je crois que ton amende t'attend déjà chez toi. Oh, qu'ils viennent me chercher. Ok, on a les mêmes rêves, je suis content. Ok, c'est cool. Rose, qu'est-ce que tu as envie de retenir aujourd'hui? Est-ce que moi j'ai appris plein de choses. J'ai appris HTTP2, HTTP3, GraphQL. C'est des choses que je connaissais pas du tout et je trouvais que tu étais hyper pédagogue dans ta démarche. Donc merci Kevin. Merci Kevin. Et très gentil, merci à vous pour vos interventions et surtout à Tienne parce que c'est des sujets qu'on aborde malheureusement pas assez et je préfère qu'on parle de souveraineté numérique que de GraphQL et de HTTP3. Donc on peut faire les deux. Ouais, c'est un peu l'avantage, c'est que le Lilcast c'est une radio pirate. Mais version moderne de l'internet, donc on peut raconter ce qu'on veut. Personne ne viendra nous chercher des comptes. Nous n'avons pas dans 10 minutes. Nous n'avons pas de sponsor, donc on est cool. C'est chouette, je suis content que vous soyez venus. Je suis content qu'il y ait des gens qui prennent la parole. Si vous voulez prendre la parole sur le Lilcast aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Twitter. Je vous envoie un lien sur les Discord. On va essayer d'enregistrer régulièrement. On se donne des rendez-vous et puis on va essayer de les tenir aussi les rendez-vous. Parce que s'il est tard, c'est parce que on est tous arrivés à l'arrache. Il y a que Rose qui était à l'heure et moi je prenais mon chien. La meilleure d'entre nous. 30%, on est pas mal. Du coup, merci beaucoup d'être venu et puis merci beaucoup d'avoir écouté. N'hésitez pas à nous envoyer vos feedbacks via Twitter surtout, j'imagine. Moi, mon Twitter, c'est TheDamFR. Dunglas comme mon nom de famille, DUNGLAS. Et Rose Mazari, tout simplement. Rose Mazari, tout simplement, sur Twitter. Et si vous aimez REST, HTTP et pas être trop fiché par les multinationales du numérique, vous pouvez aussi sur Mastodon. Sur Mastodon aussi, ouais. Utilise des formats ouverts pour ça. Je pensais que tu allais faire la promo du bouquin de Greg. T'as pas un Greg dans y a pas un tiret Oui, mais ça a été annoncé publiquement son livre. Ah ouais, complètement. On peut faire la promo du. Et il a automatisé le fait d'envoyer un message à tous ses followers pour leur dire. Hein. Et ben alors du coup, on peut faire la promo du livre de Greg. Effectivement, si ces questions vous intéressent, Grégoire Hébert, qui était mon
collègue chez Letiel.coop est en train de publier un livre, il fait un financement participatif pour ça, sur l'histoire de REST, ses applications modernes et entre autres ses enjeux au niveau sociétal, politique, sur l'interopérabilité, etc. Donc c'est à la fois un livre technique et un livre de culture générale de l'informatique et des enjeux de société qui sont liés à la technologie. Donc n'hésitez pas à le soutenir dans sa démarche et à précommander son livre sur la campagne de financement participatif. Ça s'appelle Memex, la route du reste. Memex, la route du reste. Ok, super cool. Bon, bah, je coupe l'enregistrement ici. À bientôt. Au revoir. Salut. À bientôt.